Voilà, alors peut-être trois petites questions avant de clore cet entretien. D'abord, maintenant vous êtes dans la diaspora. Et comment jugez-vous le rôle de la diaspora par rapport à l'évolution politique du pays? Je m'en vais aussi vous poser une petite question subsidiaire. Il y a par exemple c'est comment ce comportement qu'on décrit tant ici en Occident. Récemment, la conférence de Vital Kamerhe en a donné la preuve. Je ne sais pas si vous avez un avis par rapport à ce qui s'est passé au Canada et par rapport au rôle actuel de Vital Kamerhe. Mais la grande question, c'est aussi votre avis par rapport au rôle de la diaspora actuellement, rôle politique, bien entendu. J'apprécie l'activisme de la diaspora, l'activisme classique, mais cet activisme n'est pas suffisant. Il faut que la diaspora s'engage beaucoup plus dans les actions concrètes au Congo. Sur le plan social, rien à dire. Pourquoi? Parce que la diaspora contribue énormément à calmer la tension sociale dans notre pays par des envois de fonds aux familles. Ces envois permettent de résoudre une série de problèmes et calment la situation sociale. Donc, sur ce plan-là, la diaspora joue un rôle très, très important, plus que l'aide, la fameuse aide qui vient de nos partenaires, qui du reste ne pourra jamais développer ce pays. Et je ferme cette parenthèse-là, si vous voulez, nous pouvons en parler, puisque nous vivons d'une mendicité internationale qui nous ridiculise vis-à-vis de nos partenaires. Mais je reviens à la diaspora pour dire que nous aimerions que la diaspora s'engage davantage dans des actions politiques, dans des partis politiques et dans des actions qui puissent promouvoir le développement de ce pays. Vous m'avez posé la question au sujet de Vital Kamerhe. Je vous dis tout de suite que j'ai des relations personnelles avec Vital Kamerhe, qui autrefois, lorsque j'étais ministre, était mon directeur de cabinet. Eh bien, Vital Kamerhe a parlé à Montréal, où j'ai vécu aussi. J'ai vécu 4 ans à Montréal. Je connais la diaspora congolaise du Canada. Mais les réactions que je puis suivre à l'Internet sont mitigées. Certains disent qu'il n'a pas osé faire la rupture avec son ancien mentor qui est le président Kabila. D'autres disent qu'il commence à prendre des distances et c'est quelqu'un qui peut prendre de l'envergure politique prochainement. Mais à toutes ces interrogations-là, toutes ces préoccupations des Congolais, je pense que Vital Kamerhe doit donner une réponse claire. À mon avis, s'il a coupé le cordon ombilical avec Kabila, il faut qu'il le dise clairement à la population. Inutile de tergiverser, puisque s'il continue à entretenir les flous, ce sera pour lui une mort politique certaine. Tandis que s'il prend le courage de dire clairement aux Congolais qu'il a rompu définitivement avec Joseph Kabila, qui lui-même, dans certains de ses propos, lui-même, Vital, a démontré que c'est le véritable mal congolais. Et donc, il faut qu'il prenne des distances par rapport à M. Kabila. Donc, c'est à lui de convaincre les Congolais. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas été convaincus par ses propos. J'aimerais bien qu'il puisse clarifier ces interrogations-là. Je vous donne un exemple. Il a comparé Joseph Kabila avec l'autorité palestinienne qui ferait venir les troupes israéliennes pour envahir la Palestine. Donc c'est une comparaison grave, parce que ça, ce n'est pas possible pour un ennemi politique, un peuple ennemi, de venir envahir le pays sans que le peuple puisse être consulté. Dans le cas du Congo, le Parlement qui représente les peuples congolais n'avait pas été contacté. Or, c'est pour ça qu'il a quitté, on l'a fait partie du perchoir de son poste du président de l'Assemblée. S'il continue à le dire, il faut qu'il aille plus loin, qu'il pousse sa logique plus loin en disant qu'il a pris tout à fait ses distances par rapport à cela, qu'il puisse nous rejoindre et à ce moment-là, nous allons véritablement apporter les changements dans ce pays. Alors, professeur, avant-dernière question. Dans l'opposition comme dans le pouvoir, on ne va pas dire que tout est pourri. On peut y trouver une petite graine positive. Et si je vous demandais de choisir une personne
du pouvoir qui vous plaît politiquement, qui peut incarner des valeurs républicaines, et une personne de l'opposition, ça serait lesquelles? Vous me posez là une question délicate. Moi, je ne m'attache pas aux individus, je m'attache aux institutions et ce que font les institutions. Je n'ai pas à faire le choix de personnes à l'heure actuelle, puisque moi-même j'appartiens à une opposition non institutionnelle où il y a des personnalités de grandes valeurs. Si je me permets de choisir un individu ou une personnalité parmi nous, ce serait vraiment faire injure aux autres qui sont de grandes valeurs. La même chose du côté du pouvoir, où je sais qu'il y a des grandes compétences, des compétences qui restent là pour des raisons de précarité peut-être, ou une crainte physique éventuelle, mais nous sommes sûrs que ceux qui sont dans la majorité, certains vont nous rejoindre demain et le processus est en cours. On comprend très bien que vous ne voulez pas risquer à une telle question. La dernière question. Vous avez été candidat en 2006. Seriez-vous candidat en 2011? Une chose est certaine, c'est que je serai candidat aux prochaines échéances, mais je ne sais pas à quel poste, puisqu'il faut d'abord tâter le terrain, voir qui sera les protagonistes sur le terrain et quels seront les enjeux du moment. Il est difficile de dire qu'on sera candidat à tel ou tel poste. Une chose est sûre, c'est que je participerai activement aux prochaines élections, aux prochaines échéances électorales, quel que soit le niveau, que ce soit au niveau municipal, au niveau provincial, au niveau législatif national. Je crois que nous avons les compétences voulues pour occuper certains postes ou des postes à tous les niveaux de ce pays. Je vous remercie, professeur. Certainement que je vais vous retrouver peut-être dans d'autres interventions. Nous sommes en train de travailler d'ailleurs sur un format un peu plus large où il y aura tous les partis politiques, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, pour essayer un peu d'analyser l'actualité politique congolaise. Mais là, le public me souffle une petite question. On me dit, mais on parle des élections en 2011. Le professeur lui-même n'est pas sûr parce qu'il demande quelques préalables. Si en 2011, il n'y a pas ces élections-là, et que nous arrivions à une situation comme en Côte d'Ivoire, où depuis 2005, le président de la République, disons, son mandat officiel est terminé, mais il continue, il y a prolongation en prolongation, où on arrivait dans des situations comme en Guinée, au Niger avec Mamadou Tanja, qui a connu ce qu'il vient de connaître il y a pas longtemps. Quelle sera en ce moment-là l'attitude de l'opposition congolaise? Va-t-il continuer à reconnaître le pouvoir en place? Qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il patienter jusqu'à attendre de l'organisation des élections, ou bien pour l'opposition 2011 c'est vraiment la date butoir et en ce moment ici plus de légitimité? D'abord, je souhaite au président Kabila de ne pas connaître le sort de Mamadou Tanja à Niger, parce que si on en arrive à des situations comme ça, où même les États-Unis ont applaudi, c'est que vraiment on est tombé trop bas. Donc il nous évite cette situation. Nous pensons qu'il a suffisamment de ressources pour se ressaisir et éviter qu'on y arrive. Concernant le schéma ivoirien, c'est aussi un schéma que nous ne pouvons pas accepter chez nous. Nous ne pouvons pas accepter qu'on arrive à 2011 et qu'il n'y ait pas d'élection. Ce qui pourrait arriver, nous sommes déjà au courant, et même la communauté internationale commence à en parler, c'est qu'on organise les élections présidentielles seules en 2011 pour légitimer celui qui serait le président de la République au travers de ces élections. Nous ne voulons pas de ce schéma. Pourquoi? Parce que c'est un schéma qui escamote tout le processus. Il faut qu'on commence dans l'ordre voulu et selon les chronogrammes convenus. Et nous pensons qu'à l'heure actuelle, comme le suggère notre sensibilité de l'opposition et comme le suggèrent d'autres analystes politiques, il faudrait qu'il y ait des élections municipales
autour de février 2011 et des autres élections entre août et septembre 2011. Mais si cela n'arrivait pas, ça c'est votre question, eh bien, pour nous, tout devient illégitime. Les pouvoirs actuels et les institutions perdront leur légitimité et nous entrerons dans une situation d'incertitude totale où tout peut arriver. Nous ne voulons pas qu'on en arrive là. L'abbé Malumalu dit qu'il y aura des élections, peut-être sans beaucoup de conviction, mais nous pensons qu'ils vont se ressaisir pour qu'il y ait réellement des élections dans ce pays. Sinon, ça sera un pouvoir illégal et illégitime.